cette session du Climate Finance Day dédiée au FinTech. Déjà, bienvenue pour ceux qui sont en physique à la place FinTech. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez l'endroit, mais la place FinTech, ça a été créé il y a 3 ans sur un constat qui était que l'écosystème FinTech français... J'ai des échos. Il avait un peu les défauts de ses qualités, c'est que c'est un écosystème qui est hyper riche, mais qui est aussi relativement explosé. Donc quand on est une fintech et qu'on veut avoir une action, rencontrer des corporates avec lesquels travailler ou savoir faire partager ses services ou ses produits, on ne savait pas trop si on devait aller à Station F ou dans un des incubateurs parisiens. Et du coup, on s'est dit, avec les locataires du Palais, donc notamment le pôle Finance Innovation et Finance for Tomorrow, que c'était important de créer ce lieu qui soit un petit peu la Suisse de l'écosystème FinTech français, où tout le monde, où tous les acteurs de l'innovation en finance pourraient se retrouver à la fois pour échanger de l'information, pour partager des expertises et pourquoi pas créer des liens business. Donc on essaye d'avoir une programmation assez riche avec quasiment 150 événements par an pour adresser un petit peu toutes les thématiques et verticales, que ce soit le financement, le paiement ou la finance verte, notamment avec Finance for Tomorrow, et sur différents formats de conférences ou de hackathons. Du coup, comment ça marche? On a 1200 adhérents aujourd'hui. L'inscription, elle est gratuite et individuelle, donc vous êtes tous invités à rejoindre la communauté de la place. Donc, ceci étant dit, comme on est ouvert toute l'année et qu'on est relativement utilisé et visité par les adhérents FinTech, on est un peu la place FinTech, c'est un peu un grand réseau de gossip sur l'univers de la FinTech. Donc nous, on est un peu aux premières loges pour voir les tendances, les grands mouvements de fond, et notamment celui qui nous réunit aujourd'hui, qui est celui de la finance durable. Et on a vu émerger et d'ailleurs grandir en termes de maturité de plus en plus de FinTech travaillant sur ce domaine-là. Donc pour nous, ça avait énormément de sens d'être soutien du challenge FinTech for Tomorrow qui fête aujourd'hui sa 4e année. Et du coup, on est ravis d'accueillir cette session à la place qui finira avec la remise des prix. Donc comment ça va se passer? Il va y avoir un mot d'introduction. Je vais accueillir dans les secondes qui suivent Stéphane Nolan du FC Forest pour le mot d'introduction. Ensuite, on enchaînera avec une discussion préliminaire justement pour constater l'essor des fintech et comment on peut mieux les accompagner en France. Ensuite, on aura 2 fintech lauréates et coup de cœur de l'année dernière du challenge qui vont venir pitcher leurs produits, leurs projets et surtout nous raconter ce qui s'est passé pendant 1 an et comment le challenge a pu les accompagner. Et enfin, on enchaînera avec la cérémonie de remise des prix que vous attendez tous, mais qui arrivera du coup dans une demi-heure. Et puis le mot de conclusion. Donc je laisse tout de suite la parole à Stéphane. Thank you for including me today. I really appreciate it, and congratulations on what is a great day so far. Please forgive me, I obviously don't speak French, so please do forgive me on that. Natasha, are you there? Great. So perhaps you can move on to the next slide, please, Natasha. Okay. So before we get into the whole FinTech's role in sustainable finance, if I could take a step back and let's just set the scene first. So we know that sustainable finance and the transition to a net zero economy is a significant challenge, and we know that finance has a significant role to play in achieving that ambition. And at its core, Europe right now is leading the world in sustainable finance activities, and other jurisdictions are racing to catch up. So some of the big challenges to really supporting and scaling up sustainable finance activities, and I'm going to oversimplify these at a gross level, is skills. There's a challenge around our lack of sustainable finance skills in the market right now. Data, and this is something that all you guys in the call today are involved in. There's a lack of data, it's incomparable, it's inconsistent. And between the lack of skills and data, that's holding back product development or services development within large firms or entrepreneurs, innovators like you guys today who've been involved in this competition the last number of months. There's also a challenge, as I mentioned, Europe is leading the way on a policy level. Other jurisdictions are working to catch up. Capital is global. It knows no borders. It doesn't recognize borders. So at a policy and regulatory perspective, what's the convergence looking like?
at a global level. And the G20, we'll be talking about the G20 in a moment, the G20 Sustainable Finance Working Group is really driving forth on this agenda. Another one for private sector firms is that there is perhaps too many initiatives in this space right now, which are not standard backed. So there's a lot going on, and there's a lot going on as COP starts later on this week, and there's a lot going on. And so as a private sector firm, which one do we get involved in? And then biodiversity is something that's rapidly coming up the pipeline. And biodiversity, from my perspective, and climate change are just two sides of the same coin. So to recap, the challenges around upskilling or scaling up sustainable finance, skills, data, product development, policy and rate conversions, too many initiatives, and now we're seeing this biodiversity issue come to the fore. A big opportunity within all those challenges is what's the role of digital? What's the role of AI? What's the role of fintech in trying to overcome those different challenges? And how can we leverage off that to really advance and significantly scale up sustainable finance? No surprise that Paris and Finance for Tomorrow have taken a leadership role on this agenda. Paris, as a financial services centre, is in the top tier of financial centres globally, but when it comes to sustainable finance, are a genuine leader in this space. So again, no surprise that Paris is running with this, supported by EIT's Climate Kick. So again, the role of fintech and sustainable finance. You guys, you're in the fintech community. You know everything from mobile payment platforms, high frequency trading, currencies. Virtual currencies, blockchain have emerged as core disruptor of today's financial system. You're leveraging digital technologies to solve environmental and social problems of finance, cryptocurrency, crypto assets, peer-to-peer lending, crowdfunding platforms, and online marketplaces, and trying to connect needs where there may be a pipeline of clean water, whatever it may be, projects. How can you actually look at that in terms of peer-to-peer lending and really scale up different activities in space? And as sustainable finance itself aims to transform the entire financial system, it will rely on cross-cutting digital solutions to make this happen. And that's why we're seeing, coming out of the European Commission and under Commissioner McGuinness's leadership, a big focus now on within the sustainable finance agenda on the digital agenda. And so what we are seeing in terms of just increasing transparency in reporting on sustainable issues, through a better generation measurement, use and report of sustainable data within corporates. So the key thing that I wanted to stress here is that the enabling role that we're seeing digital and fintech play in the sustainable finance agenda, and that the policymakers such as that within Brussels and also in France have really grasped that this is a significant opportunity to scale up sustainable finance activities. Next slide, please, Natasha. Okay, so within the G20, in the last few years, the G20 did not have a green or sustainable finance working group. Under the Italian presidency this year, the G20 established the sustainable finance study group, but they also did something very important. They've upgraded it to a working group, and China and the US are the co-chairs of that group. They've focused on the whole digital agenda across their 5 main pillars: market development and approaches to align investments to sustainability goals, such as the SDGs; consistent, comparable, and decision-useful information on sustainability risks, opportunities, and impacts; assessment and management of climate and other sustainability risks; role of international financial institutions, the World Bank, IMF, and so on and so forth; and then the cross-cutting issues, including the use of digital solutions for sustainable finance mobilization, transition finance, and efforts on capacity building and technical assistance. And again, if you look at transition finance, this is another area that Finance for Tomorrow in Paris are really leading on. And so, again, you can see digital within that. Action 17 of the G20 Sustainable Finance Working Group, which was only launched a few weeks ago, was to undertake a stocktake of emerging digital solutions supporting the mobilization of sustainable investments. So covering environmental, climate, and other sustainability goals. And key areas of focus within that: digital applications and sustainability reporting, identification and labeling of products and assets, as well as the transactions of sustainable assets. So if I could just hit pause there for a moment, what you're seeing there is that the G20, as a global group, has now recognized the importance of digital and within that fintech
on the whole sustainable finance agenda. And their roadmap that came out a few weeks ago, and the kind of 5 issues that they focused on, with 5 being the cross-cutting issues, are really now putting the whole area of fintech and digital at the heart of the sustainable finance agenda. So again, going back to what Paris and Finance for Tomorrow is doing, is that you guys are ahead of the curve on this. So I could see in the near future, Paris really being, within Europe at least, really being that hub, that nexus for where we see sustainable finance and digital activities take place. Next slide, please, Natasha. So just very quickly, FC4S represented 39 financial centres around the world, with Paris being a founder and Pierre Ducrete being a former co-chair. We are a knowledge partner of the G20 Sustainable Finance Working Group, and earlier this year we undertook a survey of our members. 15 responded to see what were they doing in the whole area of digital sustainable finance, and within those that responded, 80% of those of our members had a specific focus on fintech. And that they were were together, trying to work together to see how could they move that agenda on within their financial centres. I know in Ireland, where I'm currently in lockdown, the Irish government recently launched 2 weeks ago their sustainable finance roadmap, and they are developing a sustainable finance digital strategy as one of the key things next year. And we know across a lot of our members, again, with Paris in the lead, majority of our members are now looking at this topic and trying to develop plans around it. Switzerland came out with a green fintech strategy earlier on this year, so a lot is happening. Next slide, Natasha. Okay, so the recommendations of our paper, and I'll be very brief on this, was facilitate new digital enabled way to disclose asset geolocation data. So again, the key thing that we saw on this part, colleagues, is that in the developed world, there's a lot of data that we can get access to, or you can get access to as innovators and firms. But a lot of these challenges are in the emerging developing economies, where perhaps the access to the data is not as good or not as perfect. So there's a key challenge here in order to, going back to my challenges earlier on, if we don't have data or data system comparable, how are you as innovators and companies going to develop new products and services to help further mobilize capital? So one of the key things that we looked on there is how can the G20 and the policymakers within work on new types of data disclosure models or data platforms which are open to validated investors and regulators. And then I suppose that also, by extension, would include those who are seeking to develop new products and services around that. Secondly, encourage, one of our recommendations was to encourage integrated sustainability-related disclosures with financial accounting in machine-readable formats. So again, there's a lot of data out there. Sometimes it's not in a machine-readable format. So how can we see that accelerated? 3, ensure that the underlying technology and infrastructure are available and accessible. Again, this goes back to what I was saying about emerging development economies. It may not always be there. So such as things such as smart meter regulation, which is also a challenge in the developed world. How can we actually ensure that that is available? And that's a policy decision. And then 4, improve the underlying infrastructure of global databases to include all jurisdictions. So again, this comes back to developing and emerging. Policymakers are key to make sure that that data is available and is actually reflecting all different jurisdictions. Next slide, please, Natasha. Okay, so in terms of just coming to a conclusion now, as I said, the challenges that I highlighted at the opening are hindering the sustainable finance in a more meaningful way. We have to recognize that a lot is already going on, but we need to do more and we need to do faster. There is a recognition globally, but I focus on G20 today around the role of digital and fintech within that. I've given you kind of an example of how serious the G20 are putting us very much at the front of the center of what they're doing. So in terms of recognizing that there is huge potential of fintech to address the goals of the Paris Agreement and the SDGs, and recognizing that what Finance for Tomorrow is doing in Paris, but Finance for Tomorrow's reach is not just within Paris or Europe, it is global, and a lot of people learn and look to Paris as Finance for Tomorrow for inspiration. So as we are looking at this, bringing together the conclusions, fintech and digital sustainable finance within has a huge opportunity to unlock greater financial inclusion. Mobilise and finance as a scale will enable long-term sustainable investment. So that's what we're seeing right now as we build towards COP26. How do we unlock the capital to focus on energy, water, and so on and so forth, and then also the biodiversity agenda within that. Obviously, from a fintech perspective, disrupt the provision of financial data, enhancing risk management, risk transfer, and risk diversification. And then finally, how can we collect, analyse, and distribute information
information on the financial system and the real economy for better economic making. Again, how can we use the innovations, the products and services that you as innovators and companies are developing to accelerate what we're trying to achieve? So I think that's the last slide, isn't it, Tasha? Yes, so look, it just leaves me to say thank you very much for including the UN-convened financial centres for sustainability in today's session. I want to congratulate Pauline, Natasha and the team for a great day, and I hope it's all going well for you in Paris. But my key message is, you know, we are now talking about 2030. We need to roll back from 2030. 2030 may make some of us complacent. It is not that far away. We need to go back maybe 2027, 2028, and kind of have that as a key targets to do more and do faster in this space. As I mentioned, there is a lot happening. A lot will come out of COP later on this week. We need to go faster. We need to do more. And technology and fintech as an enabler within that is going to be key to making that happen. So thank you very much for including me. Thank you, Stefan, for sharing with us your work and recommendation about how to accelerate innovation in sustainable finance, and especially through fintechs. So, pour rebondir sur la discussion de Stéphane, je voudrais appeler Thomas et Kevin à me rejoindre. Où vous voulez. Du coup, avec Stéphane, on a vu que pour que la finance, bon après je pense qu'on vous apprend rien, mais pour que la finance embrasse son rôle de soutien à la transition climatique, la fintech doit innover, et c'est aussi la raison d'être du challenge Fintech for Tomorrow. Du coup, j'avais envie de poser quelques questions à Kevin Taibali de Change Now et Thomas Cotinet d'Ecolab. On était déjà à cette table l'année dernière. Du coup, par rapport à l'année dernière, sur les évolutions du secteur des fintechs durables, quelles sont votre vision, ta vision pour commencer sur l'évolution de ce secteur ou sa maturité? Oui, bonjour ça fonctionne, oui. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Alors, par rapport à l'année dernière et même par rapport à la toute première année du challenge, il y a une tendance qui est très intéressante. C'est celle de la contribution de la tech. C'est vrai que dans FinTech for Tomorrow, il y a le mot tech. Donc, il y a un enjeu énorme pour la finance, et notamment pour la finance verte, à être en capacité de mobiliser le potentiel de la data, de l'intelligence artificielle. Et là, cette année, dans la promotion des finalistes et même dans l'ensemble des candidats, on voit arriver donc cette génération d'entrepreneurs issus en partie de l'univers de la tech et qui apportent tout leur potentiel, tout leur impact aux enjeux de la finance verte. Ça, c'est une première constatation qui est réjouissante. Ouais, pour ajouter un peu, je ne sais pas si vous m'entendez, bonjour, ravi d'être là aussi. Pour aller dans ton sens, Thomas, nous ce qu'on observe de manière plus large, si on sort juste l'écosystème de la FinTech à Paris, c'est près de 500 milliards d'euros qui étaient déployés dans l'impact de manière générale entre 2014 et 2019. Ce montant a doublé entre 2019 et 2021 et va encore doubler, donc ce sera 1 trilliard de capital déployé dans l'écosystème de l'impact en général dans le monde en 2022. C'est pour montrer la tendance qui est vraiment assez exponentielle. Et juste sur la FinTech, on avait 700 FinTech en France aujourd'hui à Paris, et on a près de 20% de ces 700, donc 150, qui ont été créés cette année. Donc c'est pour vous dire à quel point justement l'écosystème de la FinTech est en train d'exploser. Il y a pas mal de raisons à cela. Je pense que au-delà du capital qui est important et qui est de plus en plus déployé sur ces sujets, on voit aussi que, comme tu disais, on a de la tech. Et c'est la première fois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais été dans un moment aussi excitant, c'est un vrai carrefour dans l'histoire, c'est qu'on a du capital, on a la tech qui nous permet justement d'analyser la perf extra-financière des entreprises avec des outils digitaux. Et on a vu beaucoup de startups hyper intéressantes justement dans le challenge qui faisaient ça justement avec le data qui arrive à essayer de tracer un peu la performance extra-financière des entreprises. Et on va voir que ça, c'est une vraie lame de fond qui est en train de se préparer, qui sera beaucoup plus impactante que la révolution digitale qu'on a connue depuis 20 ans, parce qu'on va complètement changer la donne et la manière d'évaluer aujourd'hui la performance économique des acteurs. Donc ça veut dire que les fintech, elles ont mûri en termes de taille, de proposition de valeur, d'utilisation de la tech, et parce qu'on les évalue différemment? Et je rajouterai un dernier paramètre qui est systémique, mondial, c'est l'émergence d'une capacité à produire de la donnée et à la rendre accessible. Et les acteurs de la FinTech savent désormais se saisir de ce potentiel-là, avec également la data science et la science des algorithmes derrière. Et je pense que ça, c'est
Enfin, moi, je le vois comme un des vecteurs principaux de ce phénomène. Il y a un très bon alignement des planètes. Si on prend le cas de la France, donc désolé, on retombe sur du franco-français. Il y a environ un mois, la ministre Amélie de Montchalin a lancé le top départ d'une nouvelle politique publique de la donnée, qui est une politique publique de la donnée publique et de la donnée privée, où on maintient un effort massif sur l'ouverture de la donnée, sur l'open data, mais on va également sur le terrain d'un partage de la donnée, d'une donnée qui peut être fermée, ouverte, gratuite, payante. Et ça crée un mouvement. Et dans le cas des enjeux de la transition écologique, là aussi, il y a un très bel alignement des planètes, parce qu'il y a des normes internationales qui font que il y a un terreau pour la FinTech, d'un grand nombre de jeux de données, non seulement accessibles, mais désormais partageables, interopérables. Et on l'a vu d'ailleurs aussi dans la promotion du challenge de cette année, avec des acteurs qui sont directement issus de ce secteur-là et qui arrivent à apporter des solutions à la finance verte, notamment sur des enjeux de mesure d'impact ou de réponse à la taxonomie. Voilà. Et c'est vrai qu'on est dans un univers donc, qui est aussi celui de l'innovation. Il y a des termes à la mode, le terme accélération, c'est un terme à la mode. On parle d'accélération un petit peu à tout bout de champ. Mais s'agissant du défi de la réponse à l'urgence écologique, c'est un terme vraiment adéquat. Et là, le recours à la data, son exploitation par les acteurs de la FinTech ouvre un champ des possibles qui est vraiment vertigineux. Ouais, aussi pour étayer encore dans ton sens, Thomas, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi le changement de regard qu'on a aujourd'hui sur ce qu'on appelle la finance à impact, en tout cas la FinTech durable. Il y a encore quelques années, quand on parlait de finance et d'impact, c'était deux termes qui allaient vraiment pas dans le même sens, puisque l'impact était considéré comme un cousin éloigné de la philanthropie. Donc pas forcément très intéressant, donc pas beaucoup de retours sur investissement. Aujourd'hui, on voit qu'au contraire, il y a un vrai alignement entre l'impact que peuvent avoir les fintech aujourd'hui et leur rendement, et inversement, un alignement aussi sur l'impact et le risque. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois une fintech aujourd'hui, si elle a un impact positif sur la société, elle va travailler sur deux verticales, qui est transformer le secteur de la finance positivement ou driver davantage de capital dans cet écosystème, dans le secteur de l'impact. Et ben en fait, elle va avoir des meilleurs résultats de rendement parce qu'elle a un impact. Et inversement, si elle ne touche pas ces sujets aujourd'hui qui sont centraux, que sont les grands enjeux environnementaux et sociaux, elle va apporter davantage de risques à ses investisseurs. Donc on voit qu'il y a une vraie corrélation aujourd'hui, un vrai alignement des planètes sur cette triple ligne de lecture, impact, rendement, risque. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce secteur est beaucoup plus attrayant. C'est ce qui fait qu'on a énormément de candidatures au Challenge FinTech cette année. Et je pense qu'on en aura encore plus l'année prochaine, dans France et du reste du monde. Et c'est ce qui fait que c'est aussi excitant d'être sur le sujet aujourd'hui. Alors, bonne transition. Si on essaye d'ouvrir les chakras hors de France, du coup, chez ChangeNow, vous devez avoir une vision un peu plus internationale que nous à la place. Donc, du coup, qu'est-ce qui différencie l'écosystème FinTech français du reste européen déjà ? Ouais, donc c'est vrai qu'on a une vision assez globale de tout secteur confondu. Ce que je dirais sur le secteur de la FinTech, ça pique aussi à d'autres secteurs, c'est qu'aujourd'hui Paris est clairement en train de se positionner pour avoir ce rôle un peu de phare dans l'écosystème, en tout cas à minima au niveau européen. Et on voit qu'aujourd'hui énormément d'innovation part de Paris, parce qu'en fait Paris a cet avantage d'avoir à la fois de manière disponible du capital, des innovateurs, des institutionnels aussi, des grands groupes qui font qu'en fait on a une sorte d'écosystème vertueux qui peut donner naissance et faire émerger justement ces nouveaux modèles de demain. Et en fait, c'est pas forcément le cas dans d'autres grands marchés. En tout cas, c'est vraiment le cas aujourd'hui à Paris. Et clairement, Paris, c'est positionné pour être un peu le leader du sujet en Europe. Bon, évidemment, au Royaume-Uni, à Londres, on a énormément de capital disponible, mais on sent qu'en tout cas, à Paris, il y a un vrai alignement, une vraie concertation de tous les acteurs, parce qu'en fait, si aujourd'hui on veut changer la donne, il faut que ça se passe par la concertation et la collaboration entre tous les acteurs. Nous, on a lancé hier le classement des écoles pour changer le monde, et on l'a fait, ce nouveau classement qui a mis un vrai coup de pied dans la fourmilière sur la manière dont on va former les jeunes de demain justement sur les sujets d'impact. On l'a fait parce qu'on était capable de rassembler autour de la table des institutionnels, des entreprises, des jeunes talents, les écoles, et c'est pour ça que ça a de l'impact. Et c'est aussi, voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on considère qu'à Paris, on a cette capacité à driver et
et vraiment avoir un rôle de moteur et de locomotive, c'est qu'au même endroit, on a vraiment tous les acteurs autour de la table qui peuvent travailler ensemble. Donc l'accès à la donnée, l'éducation, et je crois que Thomas, tu m'as aussi parlé de tech en début de table ronde. Est-ce que ça, c'est un critère sur lequel on peut travailler pour continuer à soutenir cet écosystème et l'accélérer ? Oui, la réponse, vous le devinez, c'est oui, mais peut-être je pourrais la détailler un petit peu plus, et ça revient aussi à illustrer ton propos. Je pense qu'il y a, ce qui est très positif aussi, c'est un changement de stratégie de la part des grands acteurs de la finance française, les 6 majors mais autres. Donc on passe d'une période où la tech, quand elle émergeait, faisait souvent l'objet de la part de ces grandes entreprises d'un rachat. Et là, le phénomène de l'innovation ouverte, où les startups ne sont pas forcément rachetées, elles sont maintenues dans des écosystèmes. Donc on voit ces grands corporates créer des incubateurs. Je prends l'exemple de celui de La Poste, plateforme 58. Donc ça, c'est une façon intéressante pour répondre à ta question d'accompagner cette émergence de la tech en organisant, mais ce ne sont pas les seuls, en organisant des écosystèmes favorables pour accélérer et bichonner ces nouvelles pousses, parce que voilà, la tech, c'est risqué, ça coûte cher, donc il y a besoin d'un accompagnement, et d'un accompagnement qui n'est pas uniquement un besoin de financement, qui est aussi celui d'un accès aux clients pour accélérer la croissance de ces entreprises. Et là, je trouve que l'arrivée de véritables stratégies d'innovation ouverte de la part des grands groupes financiers français est aussi une excellente nouvelle. Kevin, ton avis, comment on peut accélérer encore plus le mouvement du coup ? Oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est à la fois donner davantage de visibilité à ces entreprises, les accompagner sur leurs enjeux, qui sont toujours les mêmes, l'accès au financement et l'accès à la visibilité médiatique et autres. Et puis, comme tu disais, c'est travailler en concertation avec les autres acteurs, avec lesquels ils vont pouvoir travailler évidemment les financiers, la régulation, les grandes entreprises et les consommateurs, en tout cas les épargnants. Du coup, il y a un enjeu d'identifier, d'accompagner ces fintechs vertes, aussi peut-être d'accompagner les acteurs qui sont capables de travailler avec elles, mais aussi tu m'avais parlé d'acteurs un peu innovants ou ceux qui vont changer le game, comme tu le disais. Ça, c'est quelque chose que vous observez à ChangeNow, que vous fédérez peut-être davantage d'acteurs comme ça, avec des innovations un peu de rupture qui sont capables de davantage propulser ces fintechs pour avoir un réel impact et non pas juste de chasser de la donnée toute la journée. Oui, en fait, on essaie toujours de mettre en avant les tendances et les acteurs qui sont en train de faire vraiment bouger les lignes dans leur propre secteur. Et donc, par exemple, sur le sujet du financement, typiquement, qui sont ces investisseurs qui vont parler par exemple, de term sheet, d'impact term sheet ou de sortie responsable, d'impact carry, justement, comment est-ce qu'on aligne les intérêts des investisseurs avec ceux de la performance extra-financière des entreprises, et d'autres sujets comme cela qui font que ça peut avoir un impact sur le reste de l'écosystème de la finance et influencer justement les financiers un peu plus classiques, enfin en tout cas qui sont sur des assets classes plus classiques, à utiliser le même genre d'outils. Et évidemment, des outils, on en a vu d'excellents dans le cadre de ce challenge, justement qui sont capables d'aller chercher de la data et d'analyser la performance des entreprises sur leurs émissions carbone, sur comment est-ce qu'on fait pour réduire notre pollution digitale. Et on sait que dans le milieu de la finance, notamment pour les banques, c'est un sujet extrêmement important. Et ce sont ces acteurs-là qu'on essaie de mettre en avant dans le cadre du sommet et de montrer qu'ils peuvent eux aussi changer la donne et devenir des standards de demain. Parce que c'est vraiment ça le sujet. Comment est-ce qu'on en fait ces nouvelles donnes? On en fait des standards de demain. Et du coup, pour revenir sur le challenge FinTech for Tomorrow, est-ce que cette année, il y a des tendances qui vous ont frappé? Par exemple, plusieurs typologies de services qui n'existaient pas il y a 2 ans. Si je schématise largement, il y a 4 ans, il y avait la plupart des services ou des FinTech, c'était très dédié à inclusion financière, crowdfunding. Aujourd'hui, on est beaucoup plus tech. Est-ce qu'il y a des tendances que vous pressentez cette année ou pour les années à venir qu'il faut largement soutenir ou qui vous ont surpris pendant ce challenge? Oui, alors la principale, vous la connaissez, c'est la tech. Il y en a une autre qui m'a marqué, c'est le recours aux sciences comportementales. Ça, je trouve ça aussi extrêmement intéressant. Donc, ça a été popularisé par le prix Nobel de Teller en 2018. Donc, on appelle parfois ça aussi le nudge. Mais on voit de plus en plus de projets recourir sérieusement et investir dans les sciences cognitives pour améliorer le message qui est lui-même adressé aux clients et donc accélérer l'impact
de ces solutions innovantes. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc là, une partie de mon équipe dirige un label qui s'appelle Green Tech Innovation. Donc c'est le label de l'État pour la Green Tech, sur lequel on travaille à Ecolab. Et derrière, en fait, faut pas oublier, ce sont des femmes et des hommes, des entrepreneuses, des entrepreneurs. Et là, il y a un sacré challenge, je pense, pour l'univers de la finance, de continuer à être crédible et à intéresser ces nouvelles générations qui sont en recherche de sens, pas uniquement d'innovation. Et je pense que le challenge à FinTech for Tomorrow en est une traduction extrêmement intéressante, mais il faut sûrement aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite pour très vite attirer dans la sphère financière tous ces talents qui amènent avec eux leur créativité, leur impact, mais qui viendront si justement il y a un message très fort, crédible, sur des convictions robustes de la part des acteurs de la finance en matière notamment de réponse aux défis écologiques. Ouais, pour ajouter un dernier mot là-dessus, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas du tout les mêmes visions de la manière d'avoir de l'impact justement dans l'écosystème de la finance. Il y a eu pas mal ça a donné lieu vraiment à des débats très riches, et parce qu'on a mille manières aujourd'hui de faire évoluer ces secteurs. On a vu beaucoup de choses aussi autour de la manière dont on peut flécher le capital des épargnants, du grand public, mais aussi des privés et des fonds d'investissement, aussi la manière dont on peut limiter les émissions justement des acteurs de la finance, des choses plus tech que d'autres, très pédagogiques. On a aussi vu des acteurs qui n'étaient pas du tout des pure players de la finance, mais qui ont découvert des applications avec justement l'utilisation de données qui pouvaient être utilisables pour le secteur de la finance. Donc voilà, on a vu vraiment de tout, toujours autour de ces sujets. Comment est-ce que on amène davantage de capital dans l'écosystème? Comment est-ce qu'on aide cette finance à devenir plus durable, plus verte, plus efficiente aussi, et moins polluante. Et voilà, donc on a hâte de pouvoir annoncer un peu plus tard les gagnants. Merci Thomas, merci Kevin. Alors je vais quand même vous faire patienter un quart d'heure de plus avant la cérémonie de remise des prix, parce que du coup je voudrais appeler deux FinTech qui étaient lauréates et coup de cœur du challenge de l'année dernière. Merci messieurs. Pour un pitch de 7 minutes chacun. Alors je vais appeler d'abord, vous pouvez venir tous les deux, mais on va commencer par Écoterie, Guillaume Dunant. Donc voilà, prends un micro, et puis voilà, pour pouvoir présenter Écoterie, et puis peut-être aussi un petit mot sur ce que le challenge t'a apporté, en tout cas le chemin que vous avez fait cette année. Voilà, on vous a vu à la place il y a 3 semaines pour votre séminaire, donc nous on sait déjà plein de choses, mais est-ce que ce serait bien de les partager avec le reste? Bonjour à tous, moi aussi je suis ravi d'être là. Donc moi je suis Guillaume Dunant, je suis en charge de l'équipe commerciale d'Écoterie. Je suis arrivé chez Écoterie il y a 3 ans, et effectivement la première fois que j'avais pitché Écoterie quand je suis arrivé, c'était ici à la place. Depuis on a bien grandi parce qu'on était une dizaine à l'époque, on est un peu plus de 70 aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on est Écoterie? On est une entreprise de gestion forestière. Nous, notre activité, ce sont des forestiers qui, tous les jours, sont sur le terrain, principalement en France, pour reprendre en gestion des parcelles de forêt, y mettre en place des boisements, des reboisements, gérer de la forêt, créer des îlots de biodiversité. Ça, c'est notre activité chez Écoterie. Vous demandez sûrement pourquoi est-ce que du coup on est là au sein des FinTech. C'est parce que pour arriver à avoir un impact d'ampleur et à pouvoir inclure le plus grand monde dans ce projet-là, on a mis en place une innovation juridique qui nous a valu d'être agréé auprès de l'autorité des marchés financiers. On est venu en fait dissocier la propriété de l'arbre de celle du foncier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous en tant qu'Écoterie, on est propriétaire de foncier, forestier, on est gestionnaire forestier, et c'est une multitude d'acteurs qui sont un peu plus de 50 000 particuliers aujourd'hui et plus de 1000 entreprises qui sont propriétaires et qui viennent financer la plantation et la gestion de forêts en France. Ce qu'on fait là-dessus, c'est que du coup, on va pouvoir adresser comment est-ce qu'on travaille avec les entreprises. On va pouvoir répondre à beaucoup des grands enjeux qu'on connaît, du coup, sur les enjeux climatiques, à travers la création de puits de carbone, à travers les forêts, sur des enjeux de maintien, de préservation de la biodiversité au sein des forêts, puisqu'on va pouvoir agir directement et avoir le contrôle des projets qu'on va porter sur le terrain. Donc ces enjeux de trait de carbone, mais au-delà de ça, on va pouvoir jouer sur le côté émotionnel de l'arbre,
justement l'attachement qu'on va pouvoir avoir à la forêt et adresser avec les entreprises des sujets de transformation, motiver par exemple, on va travailler sur des sujets de dématérialisation, etc., motiver le passage, la motivation de l'acte. Sur la partie financière, cette innovation, elle va aussi avoir un impact parce que au lieu on va sortir purement de l'aspect mécénat, en fait, des impacts justement de ces impacts sur l'environnement, puisqu'on va pouvoir se créer un actif vert qui va même, dans le temps, hein, comme un arbre, justement, va prendre de la valeur. C'est un actif financier qui va prendre de la valeur dans le temps et va même amener une rentabilité de le futur. Enfin, du coup, pour parler de l'évolution qu'on a eue depuis une année, alors il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, sur la partie purement française, on travaille avec de plus en plus d'acteurs, notamment des acteurs justement de la place financière. On travaille aujourd'hui avec la Société Générale, la CSBC sur des projets qui sont en France aussi bien qu'à l'étranger. On continue à faire grandir. On a développé aussi notre croissance à l'international, puisqu'on a maintenant un bureau à Copenhague qui nous permet justement de travailler. On vient d'acquérir nos premières forêts au Danemark, donc on peut exporter ce modèle-là et on voit qu'il est viable à l'international. Et on a nos premiers clients qui est un fonds de pension justement danois qui vient s'investir avec nous sur ces projets-là. Et le dernier aspect qui est vraiment lié justement à la finance et sur lequel on travaille beaucoup et c'est justement notamment le fait d'avoir pu être lauréat l'année dernière qui nous permet beaucoup de travailler avec les acteurs et de développer ces sujets-là. C'est que pour répondre à une demande très spécifique d'acteurs de premier plan justement de la banque, on travaille sur la financiarisation de ce capital forestier pour que on puisse rentrer dans des critères financiers sur lesquels on va pouvoir intégrer du coup l'expertise forestière des coteries sur le terrain, mais qu'elle puisse cocher les cases de l'investissement financier et du coup rentrer dans des lignes d'investissement et porter du coup toujours plus loin ces projets-là. Merci beaucoup Guillaume. Du coup, plutôt que d'investir sur son livret A pour faire pousser des immeubles, il vaut mieux investir chez Ecotree pour faire pousser des arbres. C'est un peu moins liquide, mais c'est beaucoup plus durable et pas moins rentable. Et en tout cas, moi je sais que j'en ai offert à Noël à ma famille l'année dernière, donc je vous encourage à aller sur Ecotree. Merci beaucoup. Merci. So for the next pitch, pour le prochain, je vais appeler Alan Stevens Greenamy. Je ne sais pas si tu es anglophone ou francophone. Oui. Stevens, alors je suis belge, vous l'entendrez à mon accent. On est une petite start-up bruxelloise et il y a près d'un an, on a postulé au Challenge FinTech for Tomorrow. Et on a eu le grand plaisir de gagner le prix international. Alors, à l'époque, on était 3. On avait un MVP. Et la vision, c'était de codifier toute la nouvelle législation européenne en finance durable, que ce soit la taxonomie verte, NFRD ou SFDR. Et depuis lors, on a... Non, vas-y, je t'en prie, je voulais savoir si ça s'était bien passé. Ça s'est très bien passé. Donc, grâce à ce prix, ça nous a donné beaucoup de visibilité et de la crédibilité. Donc, la première étape, c'était à l'époque closer notre première levée de fonds. Donc, une série d'investisseurs qui nous avaient vus. Et 2 mois plus tard, ce financement nous a permis de agrandir l'équipe, construire le produit davantage et au fur et à mesure obtenir une certaine visibilité en France parmi des clients. Alors il y en a une série ici, il y a plusieurs acteurs, des banques, des boîtes de consultance, des fonds d'investissement, des émetteurs et autres qui nous avaient contactés et au fur et à mesure qu'on a présenté la solution, on a obtenu leur feedback et on a pu développer la solution davantage et l'améliorer et enfin closer nos premiers deals, nos premiers contrats. Ce qui est très important comme start-up la première année, c'est de prouver que le business model est viable. Et donc ce qu'on fait, c'est on a 3 solutions différentes. Un portail pour société, donc les émetteurs vont pouvoir lister toutes leurs données et générer leur rapport extra-financier et calculer leur score taxonomique et partager ce rapport avec les banques, les investisseurs qui eux-mêmes, et c'est là où nos 2 autres produits sont utilisés. Donc, par exemple, les fonds d'investissement utilisent notre Investor Portal pour screener tous leurs investissements,
prendre des données de data provider ou aller chercher à donner directement chez l'investi. Donc là, par exemple, on a BPI France qui l'utilise pour screener son portefeuille de prêt, d'investissement. Et de l'autre côté, le portail Lender qui permet aux institutions de crédit de calculer ce qu'on appelle le Green Asset Ratio de l'ensemble du portefeuille de prêt. Alors là, on a le grand plaisir de travailler avec une série de banques un peu partout en Europe et avoir des acteurs d'implémentation qui nous aident à l'installer auprès de ces institutions de crédit. Donc, le prix FinTech for Tomorrow, ça nous a apporté de la crédibilité, de la visibilité, des investisseurs, des premiers clients, du feedback sur la solution. Et très important aussi, ça nous a permis de travailler avec d'autres FinTech, d'autres GreenTech dans le domaine et de collaborer. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer qu'avec Ecotree, on a aussi fait un partenariat. On a donc l'objectif est d'acheter une forêt Greenomy et chaque rapport qui sera généré sur la plateforme Greenomy va mener à l'achat d'un arbre dans cette forêt. Donc ça, c'est à nouveau un type de collaboration entre startups dans le même domaine. Donc à nouveau, mes sincères remerciements. Bonne chance pour les futurs lauréats. N'hésitez pas à nous contacter si vous pensez qu'il y a des synergies. Et en avant. Merci. Merci, félicitations pour votre partenariat. Je pense que tu as soulevé un point intéressant qui est les synergies qui sont généralement possibles entre beaucoup d'acteurs de la FinTech verte. Je crois qu'Ecotree, vous devez avoir le record de partenariat signé avec tous les lauréats, les finalistes de l'année dernière. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a plusieurs, ne serait Only One ou autre. Et je pense qu'effectivement, c'est un point hyper important à souligner, c'est qu'au-delà d'apporter un soutien pour aider à accéder à de la data plus facilement, pour un accompagnement, pour travailler avec des corporates ou même aider à des levées de fonds. Il y a aussi le fait de travailler ensemble et ça c'est vraiment une spécificité française, un peu à la permaculture, mais l'écosystème FinTech français de base travaille énormément ensemble. Dire que on adore travailler entre FinTech françaises ou belges ou en tout cas voisines et c'est vrai également pour les FinTech Green et ce challenge il permet ça. Tu voulais nous donner quelques noms de partenariats ? Vas-y. Oula, je ne veux pas me tromper, mais effectivement, tu les as bien rappelés. Effectivement, Only One dont on parlait, qui était là l'année dernière, si je me souviens bien, justement, qui est une pure FinTech, justement, sur la partie banque et sur lequel on arrive à vraiment s'inclure et à travailler ensemble en partenariat. Et c'est comme ça qu'on s'est découvert, c'est comme ça qu'on peut la créer. Je suis ravi qu'on ait pu aujourd'hui aussi pouvoir annoncer ça. Donc, ouais. Félicitations encore. Et du coup, c'est le moment que vous attendez tous. On va passer à la cérémonie de remise de prix. Merci beaucoup à tous les deux. Et du coup, j'appelle Mathieu Garnero de l'ADEME, Margot Sauvaget de la DG Trésor et Tam Tam de Climate Kick. Eh ben, bonjour à tous, je suis ravi d'être présent parmi vous. Donc moi c'est Mathieu Garnero, je suis directeur d'un projet qui s'appelle Finance Climat à l'ADEME. Et donc on travaille à la mise en place et l'accompagnement de la stratégie finance durable française et européenne. Donc un vaste chantier. Et donc ravi d'être là pour présenter cette cérémonie de remise des prix de la 4e édition du Challenge FinTech for Tomorrow. Le thème de cette année, c'était fournir des solutions digitales pour mettre la finance au service de la transition durable. Il y a eu 25 projets présentés et 10 finalistes retenus. Et on a pu voir cette année vraiment une grande maturité des projets candidats et beaucoup de thèmes abordés qui ont vraiment nourri une réflexion collective sur l'innovation en finance durable. Et donc ça arrive vraiment à un bon moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être un petit mot sur l'ADEME et l'innovation. C'est vrai que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. On a vraiment une action de soutien à la recherche, au développement et à l'innovation. On a vraiment ce continuum avec un financement de thèses, de projets de recherche, des démonstrateurs, mais on est aussi également un des opérateurs des investissements d'avenir. Et donc, on essaye vraiment d'accompagner les projets quand ils sont vraiment à leur début, que ce soit dans une phase de recherche ou dans une phase d'implémentation. Et donc on est ainsi très heureux dans le cadre de ce challenge d'offrir aux lauréats du challenge donc une incubation d'un an chez un de nos partenaires, donc soit le Liberty Living Lab ou le Swave.
Alors, un petit mot sur les finalistes. Donc, il y en a eu quelques mots qui ont déjà été donnés au cours de la table ronde. On voulait vraiment les remercier chaleureusement parce qu'on a vraiment eu des projets de grande qualité. Et il y a eu beaucoup de débats pour sélectionner les vainqueurs. Je voulais quelques mots. J'ai essayé de regrouper un petit peu ce qui nous a été proposé en 3 grands axes. C'est vrai qu'on a eu des acteurs vraiment très tech avec des solutions de pointe qui vraiment sont très utiles à voir et accompagner la transition. Donc un acteur pour l'empreinte carbone et sociale des services numériques des entreprises avec Frugger. On a eu également de la production de données géolocalisées sur les bâtiments avec Namer. L'exploitation de données de diverses sources pour faire des indicateurs ESG réactifs en temps réel avec QuantCube. Et puis des solutions plus hardware sur l'utilisation de la chaleur fatale générée par les serveurs pour le chauffage avec Carnot. Donc ça, c'était sur la branche vraiment très tech. On a eu également pas mal de propositions sur des outils de production et de récupération et de partage de la donnée ESG. Et on voit que c'est vraiment un thème assez central pour accompagner la finance durable. Et donc, on a eu un projet sur une empreinte carbone simplifiée des entreprises avec Carbometrics, une passerelle de communication sur la donnée ESG, Sustainsoft, et puis également un moteur de recherche et agrégateur de l'ESG avec Thread Labs, et enfin un projet d'automatisation des processus de gestion de la donnée extra-financière multisource, donc WIFIN. Donc plein de projets vraiment qui peuvent vraiment accompagner notamment les sociétés de gestion, asset managers dans leur travail au quotidien. Et enfin, le dernier thème qui a été aussi très intéressant pour nous, c'est des outils plutôt destinés aux épargnants. Donc avec d'une part la construction de fonds alignés Accord de Paris, intégrant d'autres critères ESG également, avec Goodvest. Et puis également un outil de finance comportementale pour définir le profil ESG des épargnants, en parallèle du profil de risque avec Neuroprofiler. Donc voilà, donc quelques constats juste avant de passer aux résultats. Donc des acteurs expérimentés et une très bonne maturité des projets. On a pu voir que l'environnement, la durabilité, le climat sont au cœur des considérations des finalistes, et c'est pas juste une surcouche de verre sur un business model existant. On voit que c'est vraiment au cœur de la machine. Et enfin, on a quand même aussi une montée en puissance de la réglementation qui structure assez en profondeur les pratiques et les solutions à apporter aux institutions financières notamment. Et donc on a parlé lors du jury SFDR, taxonomie, MiFID, loi Pacte, etc. Voilà, un dernier mot pour remercier Finance for Tomorrow pour l'organisation du challenge qui s'est vraiment très bien déroulé. Et puis les participants pour la qualité des candidatures. Et puis je laisse la parole à Tam Tam et Margot pour l'annonce des résultats. Ok, est-ce que ça... Ah, merci. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous dire vraiment tout le plaisir que j'ai à être avec vous aujourd'hui, et puis tout l'intérêt du ministère de l'économie, des finances et de la relance, d'un partenaire institutionnel du challenge FinTech for Tomorrow. Au sein de la direction générale du Trésor, comme ça a déjà été un peu mentionné, on crée un cadre réglementaire qui vise à favoriser le développement de la finance durable. C'est-à-dire, on va créer des outils, des standards, des labels pour essayer de guider les acteurs dans leur transformation et de guider les acteurs financiers dans la réorientation des flux financiers vers la transition écologique et sociale. Mais en complément du cadre réglementaire, on a vraiment besoin d'acteurs privés qui vont développer des solutions concrètes pour justement accompagner ce mouvement de mutation de l'économie réelle qu'est la transition. Et donc vraiment, on tient à remercier très sincèrement tous les projets qui nous ont été présentés, qui sont de très grande qualité. Et ça a été très très difficile de les départager, comme le rappelleront tous les membres du jury. Mais bon, c'est les règles du jeu. Donc là, je vais vous annoncer le coup de cœur qu'on a appelé cette année Potentiel International, parce qu'il remporte une place pour aller pitcher à Singapour au challenge, au Singapore FinTech Festival, sous le contrôle de Natacha. Et donc voilà, plus de suspense, c'est Carnot Computing. Vraiment, bravo à tous.
Merci beaucoup. On est vraiment ravis. On fait partie de ces acteurs dont quelqu'un disait qu'on n'était pas des purs players de la finance. Par contre, notre secteur historique est bien la finance et c'est l'un des secteurs sur lequel on consacre le plus d'énergie aujourd'hui. Peut-être 2 mots autour de Carnot. Donc aujourd'hui, on a une scale-up qui a une bonne dizaine d'années, enfin 11 même. Aujourd'hui, on a été créé en 2010. Et on accompagne les grandes banques françaises pour réduire l'empreinte carbone de leurs calculs informatiques. Notre président fondateur, qui est Paul Benoît, a travaillé pendant 7 ans à la Société Générale. Il a pris pleine conscience de ce que sont aujourd'hui les calculs massifs dans les grandes banques, donc notamment les calculs de risque dans les salles de marché, le reporting réglementaire. Il y a des besoins de plus en plus croissants aussi dans tout ce qui est data science. Aujourd'hui, dans nos discussions avec les banques, on sait que dans les salles de marché uniquement en France, on parle de plus d'1 million de cœurs de calcul. Donc ça représente 100 000 tonnes de CO2 qui sont émises annuellement. Donc l'une des raisons pour laquelle on en arrive là en termes d'empreinte carbone, c'est que ces calculs sont effectués dans des data centers. Donc ça va être des milliers de mètres carrés avec des milliers de serveurs qui vont dégager beaucoup de chaleur. Donc cette chaleur-là est totalement perdue malheureusement. Et on doit tout climatiser. Donc ensuite, il y a à nouveau une déperdition d'énergie et j'ai envie de dire triple peine dans le sens où il y a aussi énormément de bâtiments autour qui ont besoin d'être chauffés. Donc c'était ça l'idée de Paul Benoît, c'est de dire finalement le déchet d'un domaine peut être la ressource de l'autre. Donc il y a un besoin de calcul d'un côté au niveau des grandes banques, il y a un besoin de chauffage au niveau des bâtiments. Donc faisons se rencontrer ces deux besoins-là. Et l'idée de Carnot, c'est de créer une infrastructure qui est distribuée, donc qui n'est pas centralisée, qui est totalement décentralisée, dans des bâtiments qui sont des bâtiments résidentiels, industriels. Donc on va être dans des entrepôts logistiques notamment. Ça va être des clusters de calcul qui savent chauffer soit de l'eau, donc des clusters où on va avoir des arrivées d'eau fraîche à l'entrée qui vont passer entre les microprocesseurs qui, eux, sont en train de faire des calculs de risque pour les banques et l'eau va ressortir à 60 degrés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre dans des réseaux de chaleur. On le fait aujourd'hui en France, on le fait en Finlande et on vise aussi un certain nombre de pays européens. Ça peut être de l'infrastructure qui chauffe de l'air. Donc aujourd'hui, chez notre partenaire, le groupe Casino, ils ont des entrepôts qui sont grands avec de la place vide que nous, on a pu récupérer pour créer des salles totalement fermées, sécurisé. Alors c'est le mot d'ordre dans la finance, c'est la sécurité, bien sûr. Et donc ces calculs-là permettent de chauffer tout l'entrepôt à proprement parler. Donc aujourd'hui, on travaille avec des banques telles que Natixis, BNP Paribas, Société Générale, et nous avons l'ambition de couvrir un maximum de l'espace bancaire français et aussi passer à l'international. Et on est ravis de l'opportunité de pouvoir pitcher à Singapour et on vous remercie beaucoup. Et j'ai oublié de vous remettre le prix. Merci. Du coup, je crois aussi qu'il faut qu'on se regroupe pour la photo, là. Donc, aussi avec Thomas ou les membres du jury, je ne sais plus, Natacha, dis-moi qui on doit appeler pour faire la photo. Tout le monde. Tous ceux des canapés. Ah, c'est toi la hop. Ah. Essayez de vous rester encore un petit peu. On va aller chercher. Attendez, je change de C'est bon, parce qu'on peut continuer exactement. Comment? Non, mais ça va être... Félicitations. On a déjà prêt. Merci d'avoir patienté. Ok, c'est pas mal. On compte jusqu'à 3, comme ça tout le monde a les yeux bien ouverts et sourit. 1, 2, 3. Parfait. C'est bon.
Tam Tam, à toi la primeur d'annoncer le vainqueur. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, comme le dirait Julien, bien qu'ayant peu de temps, je vais dire beaucoup de choses parce que je parle trop vite, donc je vais me calmer. Donc, Yeti Climate Kick, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant, certains pas. Donc, on est la grande communauté d'innovation sur le climat qui a été sélectionnée par la Commission européenne via son Institut européen d'innovation et de technologie il y a une dizaine d'années. Et donc, c'est une organisation et c'est aussi un réseau de 400 partenaires à travers l'Europe, dans une trentaine de pays, plus des 2000 startups accompagnées, plus des dizaines de milliers de personnes qui sont passées par nos modules de formation. Et donc, la finance n'est qu'un des sujets, évidemment, pour Yeti Climate Kick, puisque l'innovation climatique, ça couvre pratiquement tous les domaines. Cela dit, c'est un sujet historique pour nous, puisque dès le départ, on a considéré que la décision, les métriques, la finance était l'une des composantes fondamentales de la transition, et pas seulement un soutien à la transition climatique et environnementale. Et donc, notamment, on a eu le plaisir d'accompagner des Carnot ou d'autres jeunes pousses à l'époque, qui sont devenus de très belles plantes. Bon, donc ça, c'est vraiment un sujet qui... J'ai envie de dire, quand on est dans des occasions comme celle-ci, on est entre convaincus, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc en fait, on est très content de voir toute la synergie, on a eu de superbes propositions, des candidatures, on a eu de superbes débats aussi, mais qui étaient tous dans le sens de, évidemment, il faut agir pour l'impact, il faut agir pour la transition environnementale et climatique. La COP26 commence, elle commence sous tension, on le sait, on sait qu'elle peut échouer, en tout cas dans une certaine mesure, parce que plus l'urgence augmente, plus les résistances augmentent, parce qu'on voit que ça devient sérieux et que ça ne concerne plus qu'un silo de l'économie et de la société. Donc en fait, pour nous aussi, Yeti Climate Kick, on est dans une transition qui est à la fois extrêmement stimulante, mais très difficile, puisque plus on voit que le discours sur l'approche systémique de la transition et de l'action climatique prend, plus on se rend compte que les outils, notamment les outils financiers et d'investissement, sont inadaptés en fait à accompagner des démarches à cette échelle-là. Donc en fait, il y a des signaux encourageants quand même, notamment la Commission européenne a créé des missions, 5 missions pour encadrer en fait le Horizon Europe, qui est le plan jusqu'en 2027 de recherche et d'innovation. Et donc dans ces 5 missions, il y a la mission Ville qui a choisi un projet appelé Net Zero Cities qui démarre là, qui vient de démarrer le 1er octobre et qui va être la colonne vertébrale de leur initiative pour construire, accompagner une centaine de villes vers l'intelligence et la propreté climatique. En français, ça sonne toujours un peu bizarre. Sur le domaine de l'adaptation aussi, il y a la mission adaptation qui fait référence à Nodi Demonstrations, qui dit que on va travailler sur ces sujets avec la Banque européenne d'investissement, avec le centre commun de recherche de la Commission européenne et puis aussi avec l'Agence européenne pour l'environnement. Donc en fait, c'est vraiment une dynamique qui dit que cette approche systémique est très importante. Alors si je reviens à la finance, évidemment, les fintechs, ça peut paraître très technique et très ponctuel. Absolument pas, bien sûr. Le rôle des fintechs, ce n'est pas de trouver une panacée ou une solution magique. Enfin, personnellement, j'aime bien les licornes, mais pas forcément pour sauver le climat. En revanche, ce qu'on cherche, c'est vraiment des fintechs qui peuvent avoir une contribution déterminante à des transformations systémiques qui sont beaucoup plus larges. Et d'entendre que les fintechs qui ont été candidates à ce challenge commencent à vraiment intégrer ces données non financières, ces données non technologiques dans leurs mesures d'impact, dans leur stratégie, c'est extrêmement encourageant. Comme ça a été dit, ce n'est que le début du chemin, mais c'est vraiment quelque chose qu'on est très heureux d'accompagner depuis le début du challenge. Alors, je pense que j'ai déjà largement dépassé mes 2 minutes. Il y a un lauréat annoncé, donc le lauréat de cette année. Parmi les nombreux leviers qui doivent être actionnés et combinés pour l'action climatique, il y en a un qui n'est pas des moindres, c'est celui de l'investissement, de l'implication des citoyens. Donc je suis très heureux d'annoncer un lauréat qui va gagner donc un an d'incubation, j'en fais trop là, un an d'incubation au Liberty Living Lab financé par l'ADEME et aussi la possibilité de pitcher au Singapore FinTech Festival. Et donc ce lauréat s'appelle Neuroprofiler. Et donc j'invite les représentants de Neuroprofiler à venir me rejoindre. Natacha, est-ce que je dois leur remettre quelque chose? Ça marche? Ouais. Ça marche. La scène est à toi, oui, ça va. Merci. Bon, bonjour, donc déjà, merci beaucoup à FinTech for Tomorrow pour ce prix que nous sommes bien entendu très heureux et très honorés de recevoir. Et donc, pour vous remettre un peu donc, dans le contexte, donc aujourd'hui, Neuroprofiler, donc c'est une FinTech française d'environ 10 employés. Et donc, pour vous annoncer d'abord un peu quelques chiffres, donc aujourd'hui, 60% d'investisseurs souhaitent avoir un impact positif à travers leur investissement, mais déjà seulement 5% d'entre eux ont déjà entendu parler d'investissement ESG par leurs conseillers.
Et en plus de cela, donc, les régulateurs financiers aujourd'hui exercent une pression de plus en plus forte sur les institutions financières pour qu'elles évaluent les préférences ESG de leurs clients. Donc c'est dans ce contexte que Neuroprofiler a construit son ESG Profiler, qui est un module qui vient aider les institutions financières à évaluer les préférences ESG de leurs clients. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Donc tout simplement, imaginons que je sois un client, je vais demander à mon conseiller de m'envoyer un lien vers notre ESG Profiler. Et cet outil qui est basé, donc qui est un jeu d'investissement basé sur la finance comportementale, va aider l'institution financière à évaluer mes préférences ESG. Donc tout d'abord, l'ESG Profiler va dans une première partie chercher à évaluer mon appétence générale pour la finance durable. Et dans une deuxième partie, l'ESG Profiler va chercher à évaluer les thématiques, catégories ou sous-catégories spécifiques qui correspondent à mes valeurs et dans lesquelles je souhaite avoir un impact à travers mon investissement. Et donc, à la fin de l'ESG Profiler, donc une fois que j'ai réalisé tous les jeux d'investissement, mon conseiller financier aura en main tous les éléments nécessaires pour faire une recommandation de produits adaptés à mon profil ESG et donc axé sur des fonds, portefeuilles et produits financiers qui ont un impact dans les catégories ESG qui correspondent à mes valeurs. Et donc, en dehors de l'aspect purement conformité et recommandation de la solution, le ESG Profiler peut également être utilisé dans une optique plus marketing ou étude de marché et va aider les institutions financières à sensibiliser leurs clients à la finance durable, à dynamiser leur vente de produits ESG et également à segmenter les préférences ESG de leurs clients afin de mieux structurer leurs futures offres ESG. Et donc les deux grandes valeurs ajoutées de la solution aujourd'hui, donc c'est la finance comportementale dont vous avez parlé. Donc notre CEO Tiffaine Saltini a effectué un PhD en finance comportementale. Elle avait travaillé en banque privée auparavant et c'est elle qui s'est rendue compte que la finance comportementale a une vraie valeur ajoutée ici et c'est elle qui nous permet aujourd'hui d'avoir un niveau élevé de finesse dans le profil ESG du client que l'on obtient grâce à l'ESG Profiler. Et la gamification vient également nous permettre d'obtenir un taux d'engagement client optimal. Et donc pour conclure rapidement, donc aujourd'hui nous travaillons principalement avec des banques privées, des banques de détail, des assureurs vie et des fintech afin de les aider à orienter les investissements de leurs clients vers des thématiques ESG qui sont propres à leur valeur. Et donc si vous souhaitez en parler davantage, je serai au stand de Neuroprofiler dans la nef tout à l'heure. Et encore une fois, merci beaucoup à FinTech for Tomorrow. Merci beaucoup. On va pas, je crois qu'il y a la photo. Photo avant de passer au mot de la fin qui sera fait par Julien Rimbaud, le président du challenge. Je crois que personne se met devant. Non, mais je me dis. Est-ce que vous pouvez mettre plutôt sur le côté là? Tout à fait. Ouais, Oui, voilà, très bien. Ça va être compliqué. Ok. À 3, on essaie d'avoir les yeux ouverts et d'avoir un joli sourire. 1, 2, 3. Parfait. Merci. Merci. Du coup, Julien reste avec moi. Oui, absolument. Voilà. En tant que président du challenge, je voudrais te laisser le micro pour le mot de la fin. Et peut-être Pauline aussi qui nous rejoindra pour conclure. Est-ce que Pauline est dans la salle? Non, Pauline est partie. Donc tu as le mot de la fin et la conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Un grand honneur de conclure ça. Donc Julien Rimbaud, moi je suis plutôt côté institution financière. Donc je travaille chez un asset manager qui s'appelle Ostrom et qui est détenu en partie par le groupe Natixis et par le groupe La Banque Postale. Et je m'occupe des opérations, de la technologie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je voudrais vraiment remercier tous les participants parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses. C'est jamais assez. Donc, on aimerait encore plus d'idées, on aimerait encore plus de tech, mais quand même, on a vu vraiment un changement. Et depuis les 4 ans que j'ai la chance de participer à ces débats avec vous, on voit vraiment les choses changer, je trouve, en termes de nombre de projets. Donc, vraiment, félicitations à tous ceux qui sont là aujourd'hui et tous ceux qui sont pas là, mais qui nous ont remis des dossiers qu'on a dû écarter
parce qu'il faut faire des choix, mais qui ont vraiment fait du travail. Je voudrais revenir sur le sujet de la maturité. J'y suis très sensible. Je crois que c'est un très très bon message en fait. On pourrait voir ça en se disant une lecture négative qui serait un côté un peu réchauffé des projets. C'est pas du tout le cas. Moi, la version positive que j'en vois, c'est que cette année, on nous a présenté des projets dans des entreprises qui étaient déjà bien installées, qui étaient profitables. On a même eu, je crois, une société qui était cotée en bourse. C'est complètement nouveau hein, de mon souvenir. Et ça, pour moi, ça démontre deux choses. La première, et je crois que c'est Thomas ou Kevin qui en parlait, c'est que oui, il y a des modèles durables qui sont économiquement viables. C'est très important. Enfin, ça veut dire qu'il y a des solutions, il y a des chemins qui fonctionnent. Et le deuxième enjeu, et là c'est plutôt en tant que côté institutionnel que je parle, c'est que le côté early stage des idées, en fait, c'est souvent un frein pour nous pour mettre en œuvre. On découvre très souvent des très belles idées, on les accompagne, on essaye de mettre en relation nos réseaux pour pas être les seuls à avoir identifié l'idée. Mais à la fin, quand on touche à des process qui sont critiques ou des choses comme ça, c'est quand même compliqué de s'adosser, de se créer une dépendance sur des choses sensibles à des entreprises qui n'ont qu'une ou deux personnes ou qui sont encore à l'état d'oisillon et qui sont un peu fragiles sur leurs pattes. Et donc, effectivement, une des solutions, c'est de rentrer au capital. Donc, ça se fait de temps en temps. Mais là, on voit des entreprises qui sont plus solides, qui ont démontré par elles-mêmes qu'elles savent voler. Et donc là, on a tout de suite quelque chose qui peut avoir un impact plus important. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir. Et puis l'autre point dont on a peut-être moins parlé, et on disait que ce côté d'écosystème était très riche. Je redis, hein, on a eu des grands débats. Donc, en tant que président, je reconnais avoir eu ma part au fait qu'il y a eu des grands débats. Mais ça veut dire qu'il y avait des sujets de qualité. Et je crois que c'est peut-être quelque chose qui a permis à Neuroprofiler de l'emporter cette fois. Il y avait une dimension pédagogique, moi j'ai trouvé en tout cas, qui était aussi pas seulement d'avoir un résultat, mais d'accompagner le plus grand nombre et de parler de ces problématiques et de les faire comprendre et de ne pas avoir un débat d'experts. C'est un sujet qui est très important pour moi et je crois que les échanges qu'on a eus entre nous sont aussi utiles parce que je pense que la vision de l'ADEME, elle va déformer la mienne et peut-être vice-versa et pareil avec le Trésor et pareil avec d'autres. Et voilà, et donc tout ça c'est très riche et donc un grand merci pour organiser cet événement, c'est toujours un plaisir de participer. Merci Julien. Du coup, comme vous avez beaucoup dit aujourd'hui qu'il y avait eu de grands débats, peut-être que certains d'entre vous se demandent mais qui étaient tous ces autres finalistes, même si Mathieu les a tous listés. Si vous voulez en savoir davantage, demain matin, ici, à ce même endroit, ils vont tous pitcher un peu plus en détail. Et du coup, vous pourrez les rencontrer. Enfin, ils sont aussi dans la nef aujourd'hui, mais du coup, si vous êtes derrière votre écran et que vous souhaitez vous reconnecter demain via le site de la place ou du pôle Finance Innovation, vous pourrez écouter ces 8 finalistes et même s'ils n'ont pas été lauréats au coup de cœur aujourd'hui, pour les 6 autres, allez les voir, c'est vraiment le coup. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes, donc ça vaut le coup. Ouais. On va essayer de faciliter les synergies entre eux. Déjà, vous êtes les bienvenus à la place et puis on peut vous accompagner d'autres manières, en tout cas, voilà, pour vous faire grandir et peut-être que l'année prochaine, ce soyez vous qui alliez à Singapour ou à Abu Dhabi, puisque maintenant il y a un grand festival FinTech à Abu Dhabi depuis cette année. En tout cas, merci beaucoup à tous et puis bonne fin de Climate Finance Day. Merci.